Preuve par trois accueille Jean-Luc Mélenchon à quelques heures d'une échéance cruciale avec la Grèce, bien sûr, proche désormais du défaut de paiement, l'affaire de quelques heures. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Nous sommes aussi à quelques jours du référendum en Grèce. Oui, non. On connaît votre bulletin évidemment si vous votiez dimanche. Non. Non. On va évoquer, bien sûr, dès le début de cette émission, la crise qui touche et menace toute la zone euro. Nous parlerons également du danger terroriste. Le gouvernement que vous critiquez sur tous les sujets, en fait-il assez? Jean-Luc Mélenchon, nous parlerons également de votre ambition pour 2017 avec Catel Prigent et avec Perrine Tarnaud. Nous aborderons d'autres sujets sur lesquels on a envie de vous interroger également, comme l'espionnage américain des présidents français, mais également de tout le CAC 40, ou encore on a envie d'avoir votre sentiment sur ce que l'on appelle l'ubérisation de l'économie, en France comme partout dans le monde. Ça en fait des sujets. Ça en fait des sujets. D'abord, bien sûr, la Grèce et le danger quand même d'un saut dans l'inconnu. Ce danger, vous voulez le conjurer, Jean-Luc Mélenchon. Certains estiment que la gauche radicale, là-bas comme ailleurs, veut en faire sauter la zone euro. Non, là, alors ça, c'est une mauvaise évaluation de la situation. Ceux qui sont en train de faire sauter la zone euro, peut-être, et la planète financière, parce que ceux qui croient que tout ça va s'arrêter aux portes de la Grèce se trompent. Ce qui va se produire en Grèce va avoir un impact sur toute la zone euro, et l'impact sur la zone euro, on aura sur toute la planète financière. Nous sautons dans le vide, mais Vous cherchez à conjurer ce danger. Écoutez, je ne vais pas... Vous ne vais pas faire 10 000 démonstrations, juste une. Ce soir, il y aurait défaut de paiement. Pourquoi? Parce que la Grèce ne pourrait pas rembourser 1,5 milliard d'euros qu'elle doit au FMI. On est d'accord. Or, la Banque Centrale Européenne a dans ses coffres 1,9 milliard d'euros, c'est-à-dire 400 millions de plus que nécessaire, qui appartiennent à la Grèce, car ce sont des dividendes que la Banque Centrale Européenne touche sur les titres de la dette grecque qu'elle a rachetés aux banques privées. Autrement dit, l'argent qui est dû ce soir pourrait être versé directement de la Banque Centrale Européenne au FMI et il n'y aurait pas de défaut. Par conséquent, on voit à cet exemple précis aujourd'hui que ce qui se passe est un coup d'État financier parce que les dirigeants de l'Eurogroupe ont pensé que, comme d'habitude, le dirigeant grec céderait. Et d'ailleurs, vous savez que toute la presse française n'a cessé de dire « Ah ben ça y est, Tsipras a capitulé » et ainsi de suite. Ah mais il y avait des signes encourageants qui venaient de Bruxelles encore ce week-end. Vous appelez des signes encourageants, ce qui ne l'était nullement. Alors je vous interromps quand même sur l'expression que vous venez d'utiliser. Vous parlez d'un coup d'État financier. Oui. C'est-à-dire que vous estimez, vous nous dites que les dirigeants européens veulent, à plus ou moins court terme, faire tomber Tsipras en le mettant dans une situation de faillite politique, parce qu'à côté de la faillite financière, il y aurait la faillite politique. La faillite politique, ça consiste à lui faire signer un mémorandum alors qu'il a été élu pour faire le contraire. Surtout que, Jean-Michel, il faut bien que vous compreniez ça, Monsieur Grossior, c'est très important, c'est que dans ce que propose l'Europe, il n'y a aucune aide pour la Grèce, il n'y en a pas. Il n'y a pas un euro qui va dans la Grèce. Là, mais c'est pas ce que dit, par exemple. Oui, aujourd'hui, Michel Sapin, d'abord, laissez-moi, attendez, avant d'entendre répéter ce que les autres ont dit toute la journée. Mais là, j'allais vous citer des personnes qui ont participé aux négociations. Mais laissez-moi, moi, dire mon point de vue. Et ensuite, vous pourrez demander à d'autres ce qu'ils pensent de ce que je suis en train de dire. Au lieu de faire le contraire. Donc, aujourd'hui, le soi-disant plan d'aide n'est de rien du tout. Il s'agit de donner 15 milliards à la Grèce d'ici à novembre prochain, sans régler le problème du reste de la dette. D'accord? Or, les Grecs disent, mais écoutez, il faudra qu'on en sorte un jour de cette histoire de dette. Bien, 15 milliards. Ces 15 milliards seront versés en tranches et chaque mois, la Grèce recevra un petit bout si elle a été sage. À quoi vont servir ces virements? À quoi, Jean-Michel Grossier? À quoi? À créer des routes? À ouvrir? Non! Uniquement à rembourser les organismes financiers que sont le FMI, la Banque Centrale Européenne et le Mécanisme Européen de Stabilité. Vous ne voyez pas de mesures d'aide et de solidarité dans les dernières propositions? Il n'y a pas l'ombre d'une trace d'un commencement de solidarité. C'est un étranglement méthodique, systématique de la Grèce qui est entrepris par l'Eurogroupe pour faire un exemple, de manière à ce que les peuples aient peur d'une catastrophe financière dans leur propre pays. Et ces gens-là viennent de se prendre à leur hallucination parce qu'ils ont cru que Tsipras céderait et que maintenant ils sont devant une impasse totale. Mais Tsipras ne cède pas. Jean-Luc Mélenchon, ce serait faire un exemple, comme vous dites, à notre propre détriment. Vous le reconnaissez vous-même. On entrerait dans ce serait un saut dans l'inconnu pour toute la zone euro. De quoi? Eh bien, est-ce que si la Grèce, par exemple, sort... en défaut. Par exemple. Mais monsieur Grossior, ce que vous ne voyez pas, c'est que ces gens étaient persuadés, Madame Merkel, Monsieur Schauble, Monsieur Hollande, Monsieur Sapin, étaient persuadés que Tsipras céderait.
Toute la presse leur disait que Tsipras avait déjà cédé. Et ils n'ont jamais écouté ce que des gens comme moi disaient, et c'était sans surprise quand même, puisque je l'ai annoncé avant, puisque la question du référendum est posée en Grèce depuis le début du mois de juin. Ils n'en ont tenu aucun compte, ils ont cru à leur propre propagande. Et maintenant, ils se trouvent mis au pied du mur d'une catastrophe que eux sont en train de déclencher. Tout ce qui se passe là, nous l'avions annoncé les uns les autres, chacun dans nos pays respectifs. Ce qu'est en train de faire Tsipras, c'est ce que j'avais dit que je ferais moi-même. Le référendum. Oui. Alors écoutez-moi, pas seulement le référendum, d'abord la discussion. Nous pouvons régler tout ce problème d'un trait de plume. Je sais que c'est compliqué à comprendre parce que c'est de la technique, mais tout ça, c'est des jeux d'écriture. Si demain on décide que la dette grecque est étalée sur 40 ans ou sur 100 ans, chaque institution qui possède des titres de la dette grecque n'est pas condamnée à effacer ces titres de son bilan. Donc les bilans restent en équilibre et nous les Français, à travers le mécanisme européen de stabilité, nous ne sommes pas appelés à verser 40 milliards et les Allemands ne sont pas appelés à verser 60 milliards. Et tout le monde s'en sort et la Grèce a une nouvelle respiration. Non, on les a déjà versés, ces milliards. Mais non, Jean-Michel Rossueur, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On a donné des milliards pour payer des tranches qui étaient déjà dues. Il faut maintenant donner une nouvelle chance à la Grèce, comme on l'a donné à l'Allemagne en 1953, lorsqu'elle avait été dévastée par l'irresponsabilité des dirigeants nazis et des gouvernements précédents. Vous ne pouvez pas condamner le peuple grec à payer jusqu'à la nuit des temps une dette en se privant de tout. Ça, c'est une idée qui a beaucoup progressé. Vous l'avez noté, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben, maintenant, vous je l'avez suis noté. seul dans ma cour, puisqu'il y a même M. Strauss-Kahn qui dit comme moi. Alors, Mais, alors Rossueur, s'il y a un échec demain, vous diriez que c'est aussi une terrible défaite, par exemple, pour Christine Lagarde, pour la réputation du FMI, pour Angela Merkel. Attendez, pour Angela Madame Merkel, Lagarde, attendez. Bon, vous parliez de Madame Lagarde à l'instant, mais enfin, qui est cette femme? Celle qui a donné 400 millions à Tapi, celle qui a donné 1,7 milliard à la Société Générale, sans même vérifier si Kerviel avait bien perdu la samedi. Et c'est elle qui vient donner des leçons de bonne gestion. Cette femme qui ose dire je veux me réunir avec des adultes dans la pièce, mais qui elle est celle-là? Donc ces gens sont des dirigeants du vieux monde, une élite, une petite élite qui vit entre elles. Alors à qui faites-vous confiance aujourd'hui dans la zone euro, par exemple? Nous sommes tous liés par des obligations. Tous les pays de la zone euro. Oui. Bien sûr, il est temps. Et alors, ce sont des pouvoirs. Alors, à qui faites-vous confiance? Mais c'est pas la question qui est posée. C'est la question que je vous pose. Non, mais la question ne se pose pas comme ça. La question se pose qu'il y a un ensemble de pays. Se sentent-ils solidaires les uns des autres et pourquoi faire? Bien, voilà, c'est tout. À partir de là, M. Tsipras, qui aurait pu ne penser qu'à la Grèce, a demandé qu'il y ait une discussion globale. Il n'y a pas eu de discussion globale. Il a essayé de tirer son pays d'affaire. Je pense que le coupable dans cette histoire, le plus grand coupable, c'est François Hollande, car lui, il a été élu. Écoutez-moi, il a été élu en disant qu'il renégocierait le traité budgétaire. C'est le traité budgétaire qui impose à tous les pays la règle d'or, qui impose aujourd'hui à la Grèce, alors qu'elle est exsangue, alors qu'elle n'en peut plus. On lui demande de force un excédent primaire, c'est-à-dire, avant d'avoir payé les intérêts de la dette, il faut qu'elle dégage 1% d'excédent sur son budget. Mais même nous, les Français, nous ne faisons pas ça. Toutes ces règles ont été inventées et mises en place dans le traité budgétaire. François Hollande a dit qu'il devait le renégocier. C'était la puissance de la France. La France est 18% du PIB de l'Union européenne, pas 2% comme la pauvre Grèce. Et qu'a-t-il fait? Rien. Il est donc le premier coupable. À chaque étape, tout le monde s'est tourné vers lui. Moi-même, je suis encore allé, qui suis qu'un modeste protagoniste de la scène française, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, personnellement, pour lui dire, tu ne peux pas laisser faire ça. Nous sommes en train de défendre l'indépendance de la France à la frontière grecque. Car les suivants, c'est nous. Alors il y aura peut-être les Espagnols avant. Alors d'un mot, expliquez-nous comment le non, s'il l'emporte dimanche, pourrait être un accélérateur pour la négociation. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Tsipras dans sa dernière allocution télévisée. Oui, mais peut-être qu'on peut espérer que le non du peuple grec fasse réfléchir tous les autres qui sont des démocrates en principe, donc ils ont du respect pour les décisions des peuples qui constituent l'Union européenne. Parce que déjà, ils ont fait beaucoup de violence. Ah, vous les accusez de vouloir faire un coup d'État en Grèce, un coup d'État financier. Oui. Et alors, la réponse, c'est le référendum. Donc après le référendum, ça continue comme avant. À votre avis, Mme Merkel, M. Schäuble, M. Hollande vont continuer comme avant à dire « Allez, payez, payez, payez ». Ils ne pourront plus dire « Allez, payez » puisque personne ne paiera. Résultat, ils vont se retrouver avec un euro assis sur une géographie politique qui change. Imaginez-vous que vous êtes un Chinois.
C'est le cas aujourd'hui de la République populaire de Chine. Elle a 25% de ses avoirs en euros. Et vous allez leur dire tranquillement, ben écoutez, la géographie a changé, ce pays n'y est plus, ah ben peut-être que demain, les Irlandais n'y seront plus, à moins que ce soit les Espagnols. Si vous avez beaucoup d'euros, vous n'avez qu'une idée, c'est vous débarrasser d'un argent pareil, dont personne ne sait ce qu'il vaudra demain. Donc il y a bien un risque de contamination pour l'euro. Pendant un premier temps, on nous va bien rigoler les Français, parce que plus l'euro baisse, mieux se placent nos marchandises sur le monde. Mais on rigolera pas longtemps, parce que des gens vont craquer tout le long de la chaîne, vous allez avoir des banques. Monsieur Grossier, imaginez-vous que vous avez, vous, comme ça, dans vos économies, vous avez 2 ou 3 actions d'une banque. Eh bien, je vous recommande une chose, dépêchez-vous d'aller les vendre. Parce que il se trouve que quand on proclame, on met un pays en faillite, comme ça a été le cas pour Chypre, on a obligé les actionnaires des banques, et c'est bien normal, à payer une partie de la faillite. Donc quand vous avez un titre bancaire, eh ben vous le vendez. C'est ce qui est en train de se passer. Donc vous décapitalisez les banques. Car qui veut acheter les titres pourris d'une banque en danger? Personne. Donc on voit comment la contamination pourrait avoir lieu. Ceci est l'exclusive responsabilité du gouvernement allemand qui dirige aujourd'hui l'Europe et de François Hollande qui n'a rien dit et qui s'est réveillé encore une fois 10 fois trop tard. Alors, voilà qui est dit sur la Grèce. Un mot sur le danger. Ah non, attendez, sur la Grèce, quoi j'appelle tous ceux qui m'écoutent à venir manifester avec nous et les syndicats jeudi à 18h à la Bastille. Manifestation De soutien pour le à non. Tsipras. On parle du danger terroriste. La Grèce, on sait, c'est d'ailleurs une porte d'entrée que certains De quoi? jugent menaçante pour certaines infiltrations en Europe. Je ne parle pas des migrants, évidemment, ou des réfugiés, Jean-Luc Non, mais Mélenchon. tous les pays sont tous les susceptibles. pays. Bon, mettez pas la Grèce dans le coup, si vous voulez. Alors, tout est mis en œuvre Oui. pour assurer la sécurité des Français, assure Manuel Valls aujourd'hui, après l'odieux attentat dans l'Isère. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh, j'en suis certain. Je ne pense pas qu'il y ait un responsable politique Oui. dans ce pays qui traite cette question à la légère, qui s'en fiche ou qui ne fait pas tout ce qu'il peut. Et donc je pense qu'il y a certaines circonstances où il faut savoir serrer les coudes raisonnablement, car l'objectif des terroristes, c'est quoi? C'est de faire peur. Si nous nous disputons entre nous et que nous commençons à dire « Ah ben rien n'est fait, c'est la pagaille, etc. », ils ont gagné. Ça veut dire qu'en effet, on doit tous avoir peur. Donc ceux qui essayent de déstabiliser sur un sujet pareil perdent leur temps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut approuver du coup. Ça, c'est la rouerie du PS, c'est tout le temps la même chose. Quand vous leur dites un compliment gros comme ça, ils vous prennent le bras et le reste. Donc, ah bon, alors vous êtes d'accord avec la loi renseignement? Non, la loi renseignement ne sert à rien sinon à abaisser notre démocratie. C'est stupide de faire un patriot act quand les États-Unis sont en train d'y Alors aujourd'hui, on évoque... Mais en attendant, je ne suis pas d'accord pour que la réplique au gouvernement, ça soit de le mettre en cause sur le thème d'après lequel il laisserait faire. Je ne crois pas que le gouvernement laisse faire. Soutenez également Manuel Valls qui aujourd'hui... Non, je ne soutiens personne. Sur je la l'interdis d'attaquer. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer aussi du danger salafiste en France? Le Premier ministre toujours lui a dit qu'il y a 10 à 15 000 salafistes dans notre pays et ils sont dans l'antichambre du terrorisme. Il évoque la dissolution de certaines associations qui pourraient soutenir les visées djihadistes. Oui. Et les mosquées, des mosquées. Allons-y. Qu'en dites-vous? Non, mais je pense que tout ça n'est pas raisonnable. Le salafisme est une branche de l'islam extrêmement rigoriste et, à mes yeux, assez discutable. Mais pour autant, vous n'allez pas faire de chaque salafiste un terroriste qui va tuer en plein carême ou qui va approuver une bombe dans une mosquée, parce que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Le moment où Valls a trouvé intelligent de parler de guerre des civilisations, ce qui est absurde, qui est la vieille théorie nord-américaine de la guerre des civilisations, c'est précisément le moment où ça ne s'applique pas, puisque précisément les bombes ont éclaté dans une mosquée, dans un pays musulman comme la Tunisie, enfin un pays dans lequel la religion est également une référence, nonobstant la constitution laïque qu'ils ont adoptée. Par conséquent, on voit bien que ça n'a rien à voir avec un choc des civilisations. Écoutez, on se calme. La vérité. Mais ce n'est pas une guerre contre notre civilisation? Mais bien sûr que non. C'est une guerre entre puissances régionales, entre différentes branches de l'islam qui sont représentées par différentes puissances régionales qui se font la guerre entre elles pour contrôler le Moyen-Orient. Mais monsieur Grossior, ça a toujours été comme ça. La lutte entre catholiques et protestants en France, la Ligue du duc de Guise, elle était directement payée par les Espagnols. Et le roi de France essayait de se faufiler entre les Espagnols et les grands seigneurs protestants d'Allemagne. Les guerres de religion n'ont jamais eu d'autre fondement que les intérêts géopolitiques. Vous n'avez pas la naïveté de croire que les troupes qui s'affrontent sur le sol voient leurs armes tomber du ciel, leurs véhicules arriver tout seuls. Non, quelqu'un paye. Et je trouve quand même un peu énorme que l'on fasse un procès aux salafistes qui se trouvent en France, je ne sais pas combien ils sont, ni s'il y en a vraiment 15 000, ni quel leur état d'esprit, quand on s'en va les soutenir dans leur propre pays, là où ils gouvernent et où on fait des affaires avec eux. Tout ça n'est pas très sérieux. Ça excite les gens les uns contre les autres. Maintenant, s'il y a des associations et s'il y a des mosquées où l'on prêche la désobéissance...
Si on prêche la désobéissance à la loi républicaine, il faut châtier durement. Et c'est vrai pour toutes les religions. Catel Prigent de l'AFP va maintenant nous rejoindre pour évoquer, Jean-Luc Mélenchon, votre travail en vue de 2017. Votre mot a aussitôt inquiété à l'Élysée. On cherche, on sait, à éviter la concurrence à gauche pour espérer d'abord une qualification pour le second tour de la présidentielle. Quentin Calmet. À la peine dans tous les sondages d'opinion, comment François Hollande peut-il envisager de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle? Parmi les proches du chef de l'État, on en appelle à la responsabilité des candidats à gauche. On verra bien qui est candidat dans un premier temps, et puis je crois qu'aux uns et aux autres, rappelons-nous 2002, on l'a connu, on sait ce qui s'est passé. Donc dans la période dans laquelle on est, restons bien ancrés à gauche, mais avant tout pour faire gagner la gauche. La candidature de Jean-Luc, qui est quelqu'un que j'apprécie, parce que je l'ai côtoyé pendant longtemps au parti, à ce jour, je ne l'ai pas vu faire acte de candidature, donc je pense que chaque chose en son temps. C'est un homme de gauche, donc je ne crois pas demain à ce que Jean-Luc nous mette en position que la gauche perde potentiellement l'élection. Malgré les frondeurs et le succès de Podemos en Espagne, en France, aucune alternative à gauche du PS n'émerge. 2 élus frondeurs viennent de quitter le Parti socialiste, mais n'entendent pas pour autant rejoindre la gauche de la gauche. À gauche, le Parti socialiste, bon, si je suis là, c'est qu'il y a vraiment des problèmes au Parti socialiste. Les écologistes sont totalement divisés. Nouvelle Donne, on voit que souffre énormément aussi. Et puis le Front de gauche, on le voit bien, malheureusement, c'est un constat stagne. On voit toutes ces centaines et ces milliers de messages que j'ai reçus depuis la semaine dernière de citoyens qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Je crois que d'abord, je n'avais pas l'intention de le faire, mais ils ne comprendraient même pas que je quitte un parti politique pour adhérer à un autre dans la foulée. Dépasser les partis et rassembler le plus largement possible au sein d'une nouvelle formation, avec un risque pour la gauche radicale, faire gagner la droite. Jean-Luc Mélenchon avait déjà réalisé un score à 2 chiffres en 2012. Ce que ne veut pas François Hollande, c'est qu'il y ait une multiplication des candidatures à gauche. S'il y en a une sur laquelle on peut s'appuyer, ça peut le favoriser. En 2012, il ne faut pas oublier que François Hollande a profité des 11% de Jean-Luc Mélenchon. Si François Hollande ne peut sans doute rien faire contre la candidature de Jean-Luc Mélenchon, tout est mis en œuvre pour éviter celle de Cécile Duflot en 2017. Voilà, Catel Prigent nous a rejoint. Bonsoir Catel. Bonsoir. Vos questions à Jean-Luc Mélenchon. La toute première est simple. 2017, vous serez candidat? Je ne sais pas. Vous avez dit au monde, je dois travailler comme Voilà. si j'allais devoir être candidat. C'est ça. Comme je ne le sais pas, je sais que le cas échéant, je peux l'être. Je sais le faire, je l'ai déjà fait. Je me prépare parce que c'est une épreuve physique, c'est une épreuve intellectuelle de haut niveau, parce qu'il faut être à jour de tous ces dossiers, parce qu'il faut... Bon, voilà, donc je me prépare et je me rends disponible. Mais en même temps, je ne me lève pas tous les matins en me disant je vais être candidat. Il y a tellement d'étapes, tellement de choses qui vont se passer. Vous Regardez. Pas en vous rasant. Non, du tout. Non, quand je me rase, j'évite de me couper, parce qu'après, pour aller à la télé, c'est gênant. Mais non, regardez, il y a tellement d'événements. Ça se trouve, après-demain, l'euro explose. Vous voyez bien que toute la scène politique serait différente. Après-demain, les Nord-Américains arrivent à déclencher une guerre contre la Russie. Nous aurons un embrasement général de toute l'Europe. Bon, plein de choses peuvent se produire, car le monde est devenu très instable. Si bien que ça n'a pas de sens de faire des projections autrement qu'en se rendant disponible aux événements. Donc, quoi qu'il arrive, si on devait avoir démarré là, maintenant, demain matin, il y a un événement je serais prêt. qui va Et mes camarades c'est la pourraient dire, on présidentielle. te demande de le faire. Si mes camarades me disent, allez, il faut le faire, ou si moi je décide, je vais le faire, alors je serai prêt. Je n'ai rien de plus... Quand vous dites si mes camarades disent il faut le faire, vos camarades c'est le Front de gauche, c'est le Bien Parti de sûr. gauche, C'est le Front de gauche, et puis tous ceux qui trouveraient que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Vous savez, moi j'ai la patience des gens qui ont la pratique de l'histoire. Aujourd'hui il est de bon ton, on ne peut plus faire une déclaration politique sans sortir le violon Podemos-Syriza. Et chacun croit que tout ça s'est fait en quelques instants, c'est pas vrai. Je l'ai rappelé, Tsipras faisait 5% quand il vient en 2012, moi je venais de faire 11%. Il vient ici, il fait sa campagne, c'est pour ça que je me rappelle, et il passe de 5 à 18, et puis ça n'est que la fois d'après, et après de souffrance infinie, qu'il est passé au point où on est. Quant à Pablo Iglesias et Podemos, c'est une scission d'Izquierda Unida, c'est-à-dire l'équivalent du Front de gauche. Et à son premier essai, il fait 8%, pas plus.
Et c'est les sondages qui disent qu'il va faire 25, 30. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une perspective se dessine. Quant à moi, aujourd'hui, puisque c'est moi qu'on sonde, hein, peut-être que demain ça sera quelqu'un d'autre, mais quand on sonde sur mon nom, on tombe toujours sur le chiffre de 2012, c'est-à-dire 10, 11. Voilà, 10, 11, 10, 11. Bien. La dernière fois, j'ai démarré à 3. Alors, démarrer à 11 me fait pas peur. Hein. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de... Ça vous encourage? Ben, évidemment que ça m'encourage. Ça vous encourage? Mais bien sûr, il faut bien que j'aille puiser en moi des ressources. Je ne peux pas simplement en rester aux appréciations de gens qui, de toute façon, n'ont jamais été avec nous. Je veux bien que celui-ci dise le front de gauche stagne, mais lui, il a aidé quand le front de gauche à faire quelque chose? Non, le reste du temps, il votait les lois. Et ils passaient leur temps à dire que le front de gauche divisait. Et tous ceux, par exemple, que les Verts disent aujourd'hui, après avoir dit une chose, puis ensuite le contraire, puis ensuite encore une autre, ils disent bah, on ne peut pas parce qu'il y a un problème. Mais il y avait déjà un problème en 2012, puisqu'il y avait Madame Eva Joly. Et ensuite, l'éparpillement des candidatures, mais c'était déjà le cas en 2012, il y avait un NPA, il y avait un lutte ouvrière, il y avait. Donc ça a toujours été ça. Ma force a été à un moment donné, par l'enthousiasme, d'emporter, de dire ben voilà, je présente une synthèse. République, socialisme, écologie. Ben, je pense que c'est la bonne synthèse. C'est la synthèse du XXIe siècle. Après, eh ben, nous verrons. Il faut avoir la patience et comprendre que la politique est un art de réalisation. Ce sont les opportunités qu'il faut savoir saisir pour changer le monde. Et moi, je pense que nous avons une bonne chance en 2017. Nous, ce qu'on appelle l'autre gauche. Oui, nous avons une bonne chance. On a quand même l'impression que l'autre gauche, comme vous dites, est quand même divisée. Vous avez quelques soucis avec le PC au sein du Front de gauche. Vous avez tenté un rapprochement avec Cécile Duflot, qui vous a fait une fin de non-recevoir au bout de quelques semaines. Non, pardon, les choses ne sont pas du tout passées comme ça. D'abord, qu'il y ait des discussions dans le Front de gauche, écoutez, sinon, s'il n'y en avait pas, vous diriez, vous le dites quand même, ouais, Mélenchon, c'est le gourou, personne n'a le droit de critiquer, mais je suis le seul à qui on jette des pierres du début à la fin de l'année. Vous m'avez jamais entendu une fois critiquer les autres, mais par contre, des critiques sur moi, d'ailleurs, vous avez vous habitué, les 4-5 personnes qui viennent en permanence témoigner de mon caractère détestable, comme si c'était une découverte. En ce qui concerne les Verts, c'est pas moi qui ai fait partir Cécile Duflot, du gouvernement tout de même. C'est elle qui est partie. Alors à partir du moment où elle sort du gouvernement, elle se pose une question que n'importe quel responsable politique se pose. Comment construire une majorité différente de celle que je viens de quitter? Mais elle veut tout à la fois. Être dans la majorité, dans le gouvernement, hors du gouvernement, avec le Front de gauche, sans lui, etc. Ce n'est pas possible. Quand on n'est pas dans le gouvernement et qu'on est de gauche, on appartient à l'opposition de gauche. Et l'opposition de gauche aujourd'hui, c'est le Front de gauche. Plus nouvelle donne, une députée dans le Parlement qui est Madame Isabelle Attard, qui vote la plupart du temps comme les députés du Front de gauche. Donc voilà la situation réelle. Il n'y a aucun lieu d'aller s'abattre. Maintenant, ce qui change beaucoup, c'est qu'entre-temps, la situation s'est tellement dégradée, sociale, politique et le reste. Les gens ont une telle méfiance à l'égard de la politique, justifiée, car le monde politique est rempli de menteurs et d'aventuriers et de combinards. Il faut donc tout balayer la table. Oh. Absolument, il faut une constituante, je l'ai dit sur tous les tons, vous ne vous en sortirez pas si vous ne refondez pas la France elle-même à travers une 6e République. Voilà ma proposition. C'est ça qui a changé. Et les gens veulent s'en mêler. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire, ce sont des assemblées de citoyens et une assemblée représentative de ces groupes. Voilà. À partir de là, les problèmes se régleront tout seuls. On évoquait les 11% donc, attribués dans les sondages à Jean-Luc Mélenchon, qui l'encouragent, mais donc qui inquiètent à l'Élysée. Est-ce que, effectivement, une candidature du Front de gauche ou citoyenne, il y aura forcément, visiblement une candidature écologiste, est-ce que ça ne va pas diviser et un risque de Marine Le Pen au second tour? Oui, bien sûr, François Hollande peut se retirer et ne pas être candidat, nous en sommes d'accord. Et je m'occuperai du reste. Et alors? Non mais pourquoi on me pose la question à moi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on aille après avoir critiqué avec des raisons, on n'a pas critiqué par mauvais caractère. Je veux dire, moi, la vie était simple pour moi, hein, si j'avais dit oui. J'avais qu'à y aller, j'aurais dit je veux ce ministère, et puis ça pour mon copain, et puis ça pour... C'est pas ça que j'ai fait. J'ai été honnête, droit, loyal. Alors après avoir fait tout ça, tout d'un coup, j'arrive devant les gens et dis finalement la loi Macron, allez, c'est pardonné. Le refus du traité... non mais que répondez-vous aux gens qui disent le danger Le Pen? Oui, ben, le danger Le Pen se présente de la façon suivante. Quelle est l'orientation alternative? Voilà. Qu'est-ce qu'on propose d'autre aux Français? Aujourd'hui, on leur propose ou Hollande, ou Sarkozy, ou Le Pen. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent eh ben, si c'est ça le menu, je préfère Le Pen, pour envoyer tout le monde balader. Vous le savez comme moi que c'est comme ça que ça se passe. Bien. Alors, à partir de là, je suis obligé de dire, si nous faisons une proposition, on verra, les gens aussi viendront vers nous. Et on peut parfaitement imaginer une situation dans laquelle nous sommes capables de créer cet élan et d'être présents au deuxième tour. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors, c'est-à-dire que vous nous dites que vous pensez faire un meilleur score que François Hollande?
Oui, alors vous me direz, apparemment, ça n'a pas l'air trop difficile, mais ça demandera beaucoup d'efforts, mais oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous croyez? Que la partie va se... Comme ça, comme elle est partie en 2012, on recommence la même en 2017, avec les mêmes, et il n'y a rien qui change, pas du tout. Entre-temps, les gens ont souffert, les gens ont ouvert les yeux, se sont rendus compte de tas de choses. Vous donnez aujourd'hui Madame Le Pen gagnante, mais ça, pour l'instant, on la donne qualifiée au deuxième tour, qui a dit qu'elle allait gagner. Et puis, j'approfondis la question. Vous croyez que réellement, on va amuser le peuple français comme ça, pendant des années, à lui dire le vrai problème, c'est les salafistes, les mosquées, les machins, et oubliez votre feuille de paye, oubliez votre chômage, oubliez vos difficultés à trouver un logement. Parlons des musulmans, parce que c'est le seul sujet qui a l'air d'intéresser la classe politique. Mais non, ça ne durera pas. Les gens vont se rendre compte progressivement que c'est pas ça le sujet de leur vie, et que quand la vie est meilleure et quand il y a du travail, ben, tout le monde respire, tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie de partager. C'est quand il y a 3 quignons de pain pour 6 personnes que les gens commencent à montrer les dents. Donc, partageons et les gens seront meilleurs. Ben, c'est mon programme. Alors, s'ils en veulent, ils l'auront. Et sinon, ben, ils auront la guerre civile. Parce que Mme Le Pen, c'est la guerre civile. Vous le savez tous, pourquoi on ne le dit jamais. Mme Le Pen, c'est la guerre civile, parce qu'elle va trier les Français. Elle va trier, vous avez vu, à un moment donné, elle veut retirer les cartes d'identité à celui-ci, ensuite à ceux-là. Elle trie entre les Français d'après leurs origines, d'après l'origine de leurs parents. Combien d'années on va continuer à dire à des gens, s'ils sont un peu bronzés, il faut vous intégrer? Combien de temps ça va durer avec ces gens qui sont nés en France? Et moi, on va me dire combien d'années je dois m'intégrer? J'ai été sénateur, j'ai été ministre, je suis la 2e génération d'immigration. Le Premier ministre actuel, si on appliquait les consignes de Mme Le Pen, il ne serait même pas Premier ministre. Et M. Sarkozy n'aurait jamais été président de la République. Combien de temps va durer ce cirque ethniciste? Voilà la question qui se pose. Alors les Français, si vous voulez la guerre civile, vous votez Mme Le Pen. Nous devons nous incliner parce que c'est le peuple qui fait l'histoire. Madame Le Pen, justement, qui s'est déclarée candidate pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous l'avez déjà affronté sur ce terrain. Là encore, le PS appelle au rassemblement derrière lui. Vous répondez quoi? Pour faire barrage. Pas question, non mais on connaît faire barrage. Alors au début, c'est pour faire barrage, à condition que ça soit eux la tête de liste pour faire la même politique qu'avant et soutenir le gouvernement et blabla et blabla. C'est-à-dire, si nous nous rognons, si nous abandonnons tout ce à quoi nous croyons, alors nous aurons fait le travail que les socialistes attendent de nous. Et ils croient qu'ils vont gagner comme ça? Non mais ils rigolent. Il suffirait que nous fassions l'erreur de mettre seulement un pied sur leur pédalo. Et les gens diraient, ceux-là, c'est les mêmes que les autres, dehors. Jean-Christophe Cambadélis considère qu'une désunion serait incompréhensible. Il dit coupable, presque. Et il a raison. Qu'ils retirent leur liste et nous occuperons, nous, de présenter la nôtre. Et nous gagnerons avec notre liste parce que nous sommes des opposants sérieux, nous avons des propositions ambitieuses pour les régions, et notamment pour des régions qui sont marquées par la pauvreté. Avec les écologistes, parce que Sandrine Rousseau, qui est aussi candidate, dit moi je suis pour le rassemblement, mais derrière moi. Pourquoi pas? Il faut discuter. Mais c'est plus facile avec les écologistes, ils ne sont pas au gouvernement. Je peux vous donner plein d'exemples où la discussion a lieu, parce qu'il y a ce qui se dit, il y a ce que dit Cécile Duflot, puis il y a ce qui se passe sur le terrain, qui n'a rien à voir. En région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la discussion a commencé. En région Rhône-Alpes, la discussion a commencé. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la discussion a commencé. Alors après, évidemment, tout le monde veut être tête de liste. Bon, moi, je m'en occupe pas, c'est pas mon sujet. Mais je vois que les choses sont bien engagées. Et partout, il y a des appels citoyens. Et partout, il y a des assemblées citoyennes qui se mettent en place. Alors, ça va aussi passer sous les radars. Mais vous allez le découvrir, comme ça sera, je dirais, mûr, tant mieux. Comme ça, on nous foutra la paix avant. Mais ça a commencé au départemental. Vous avez déjà eu ces assemblées citoyennes, vous avez déjà eu des listes et des rassemblements. Alors j'ai lu dans la presse que je ne sais quel stratège au pot de lapin a dit « Ah ben, comme ça n'a pas marché, ils n'ont pas gagné tout de suite, n'ont pas eu tout de suite la majorité et les places, alors bon, on va faire autre chose ». Ça, c'est le zapping politique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que les écologistes de terrain, eux qui sont dans la mouise, dans la réalité du combat, ils savent très bien que leurs alliés de tous les jours, c'est les fronts de gauche, c'est avec eux qui sont dans les manifs, c'est avec eux qui sont dans les luttes. Et donc, ces gens se connaissent, se pratiquent et ont le même goût de mettre en mouvement quelque chose qui soit citoyen. Dernière question. Dernière petite question, vous parlez des assemblées citoyennes, vous avez le congrès de votre parti, le Parti de gauche, ce week-end. J'ai lu que ce serait peut-être votre dernier discours au congrès du Parti de gauche. Bah oui, parce que la prochaine fois où je serai président d'une fondation, parce que j'ai écrit dans une, je serai président de la République, un des deux. Mais mon temps à la tête du parti est fini depuis la campagne présidentielle. Martine Billard a dirigé ensuite le parti tout seul, c'est la vérité. Elle a pris tout sur son dos, c'est-à-dire un travail gigantesque, parce que nous sommes un petit parti et nous avons tous les problèmes
tous les défauts des grands partis et quelques qualités que les autres n'ont pas. Bon, maintenant, c'est un saut générationnel qui est en train de se faire. D'un côté, Éric Coquerel, Daniel Simonet sont nos deux coordinateurs. La direction du parti, je pense, si les camarades suivent les conseils qui leur sont donnés par les dirigeants sortants, va être considérablement rajeunie. Bon, voilà, chacun, je ne suis pas indispensable. Mon œuvre à moi, vous savez, c'est le rêve. On dit, c'est la phrase qui dit le triomphe du disciple et la gloire du maître. J'ai participé à fonder ce parti. Moi, mon bonheur, c'est de le voir comme le voir marcher tout seul, se passer de moi. Bon, tant mieux. Et c'est ça qui va se passer. Alors, bon, on me donne quand même le dernier discours de clôture. J'en suis très heureux et j'espère que je vais annoncer des choses qui... Une fondation, et quel objet? D'un mot? Non, mais je fais beaucoup de choses en même temps, donc Oui. vous allez finir par vous noyer dans mes projets personnels. Bon. Mais Restons sur 2017. Voilà. Ok. Oui, Merci, ensuite, Catel. Merci. Allez, dernière partie de l'émission. Merci. Jean-Luc Mélenchon avec Perrine Tarnaud. Il sera question d'autres Oui, sujets Michel Grossior, d'actualité. parce que c'est pas Jean-Michel, je le sais. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon, il sera encore question de vous avec Perrine dans un instant, mais Allez. d'abord, le petit reportage de Tam Tranoui. Non, la vie, ça n'est pas que produire. Et s'il faut moins de travail pour produire plus de richesses, tant mieux. 1992. Tribun, déjà, Jean-Luc Mélenchon connaît le PS par cœur. Le jeune sénateur a même trempé dans les guerres d'appareil 15 ans plus tôt. Dans les années 70, il a affronté la jeune adjointe au maire de Massy, Marie-Noëlle Lienemann, aujourd'hui sénatrice. Jean-Luc Mélenchon est arrivé à Massy comme directeur du cabinet du maire de Massy pour s'opposer à ma candidature aux élections cantonales. Et il n'y a pas réussi. J'ai donc été élue conseillère générale de Massy. Jean-Luc Mélenchon a donc échoué à dézinguer son adversaire, mais il a gagné dans cet affrontement une compagne de route pour un temps. Mais au bout de 30 ans de bons et loyaux services chez les socialistes, Mélenchon à la bougeotte, certains en plaisantent. Il a été 30 ans sénateur socialiste et d'un coup il se découvre chez Guevara. Bon, voilà. D'autres parmi ses proches louent au contraire son courage. Jean-Luc Mélenchon a eu ce courage de sortir d'un parti où il était depuis très longtemps, où il était parlementaire, où il aurait pu rester parlementaire, bon, et prendre le risque. Un risque calculé, issu de son observation attentive de la vie politique. Il avait effectivement une très bonne connaissance des stratégies d'appareil. Et puis en même temps, il a été très vite fasciné par l'efficacité d'un homme comme François Mitterrand. Et d'ailleurs Mitterrand le disait, avec un petit nombre de gens déterminés, on peut faire beaucoup de choses. Et comme son modèle Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon est un homme cultivé. C'est un vrai intellectuel, vraiment. Dans le vrai sens du terme, comme pouvaient l'être des gens comme Jean-Pierre Chevènement ou Alain Juppé, où ce sont des gens qui ont une vraie, ou Bayrou, qui ont une vraie culture, un vrai background culturel, qui les amène à avoir une vision aussi politique, historique, je dirais. Et comme tous ces hommes, Jean-Luc Mélenchon croit en son destin, un destin présidentiel. Mais si sa personnalité continue à séduire, son ego énerve autant ses ennemis que ses amis de gauche. Bonsoir. Ça ne vous met pas en colère quand on vous parle de votre ego? Au début, je prenais tout au sérieux et ça me blessait. Maintenant, je m'en fiche. Maintenant, vous laissez glisser. Oui, la j'ai phrase, appris ça au moins. la phrase de Mitterrand est intéressante, ce que rappelle Marie-Noëlle Lienemann, c'est-à-dire qu'on peut être un petit groupe et renverser la table. Oui, la phrase était plus terrible que ça, parce que il disait... C'est quoi la phrase exacte il dit, alors avec 100 personnes, vous prenez ce pays. Et moi, j'étais quand même prétentieux, je lui dis, ah ben si c'est que ça, j'ai un multiple. Et il me regarde, il dit, on ne doit pas parler des mêmes. Voilà François Mitterrand. En réalité, la détermination joue un grand rôle et nous sommes un peuple un peu singulier, c'est-à-dire à la fois, nous sommes la grande nation politique. Tout le monde fait de la politique en France. Vous montez dans un taxi, vous allez au bistrot, tout le monde fait de la politique. Donc on est la grande nation politique, on aime les partis, en même temps on les déteste. Il y a une tradition bonapartiste chez nous et avec la constitution qu'on a, bon, moi je suis obligé de reconnaître que la culture de la Ve République s'est répandue. Alors ça donne des... La culture du chef. Oui, ça donne des scènes grotesques, parce que chez moi, par exemple, dans ma famille politique, pas ma famille personnelle, alors on me reproche la personnalisation. Je dis, la bataille des égos, comment je peux faire? Je ne vais pas venir avec un masque, je peux me cacher. Non, mais ceci dit, vous avez aussi beaucoup théorisé un peu le bruit et la fureur, les invectives, etc. Vous avez joué là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, oui. Non, mais ça, c'est une stratégie, parce que j'aime la pensée politique construite, cohérente.
j'ai décrit la théorie de la révolution citoyenne, tout ça est très pensé. Et d'ailleurs, c'est pas que moi, hein. Ce débat, il a lieu dans toute la gauche, notamment il a lieu dans toute la gauche latino-américaine, et vous en voyez les résultats en Europe. Parce que Pablo Iglesias et Inigo Errejón, qui est son numéro 2, ou Tsipras, ou l'Allemand Oscar Lafontaine, ou combien d'autres, tous nous avons passé nos 20 dernières années à tourner dans les mêmes réunions, les mêmes endroits, avec les mêmes outils intellectuels. Et on commence aujourd'hui à en voir un peu les effets en Europe. Oui, déjà en Amérique latine, on dirige 9 gouvernements. Et en Europe, ça y est, la vague est passée de ce côté-ci, on va voir ce que ça donne. Mais ce qui est très drôle, si vous voulez, les latinos eux-mêmes sont stupéfaits. Pourquoi ce qui n'a pas marché en Amérique latine, je parle des stratégies d'ajustement structurel, pourquoi les gouvernements européens les appliquent? Ça paraît fou à eux. À eux, ça leur paraît fou. Votre éditrice, Muriel Beyer, qu'on a vu aussi dans le reportage, elle parle des hommes politiques qui ont de l'épaisseur de la culture et pas qu'un simple vernis. Des hommes politiques qui ont aussi comme point commun d'avoir un destin. Vous sentez un destin? Au sens camusien, d'Albert Camus. Je me retourne et je vois cette foule de faits divers et tout ça, ce qu'on appelle après coup un destin. L'empereur Auguste, quand il meurt, sa dernière phrase c'est Acta est fabula, la pièce est jouée. Ça y est, vous connaissez la fin, c'est la mienne. Donc nous avons tous un destin si nous nous retournons et que nous voyons dans notre vie une cohérence. La mienne peut-être de manière excessive et qu'elle est habitée par le combat politique et le rêve d'une humanité accomplie et d'une émancipation générale. J'ai connu quelques-uns de cette rédaction qui m'ont connu fort jeune, tenant des discours très voisins de celui d'Espérance qui me porte aujourd'hui encore. Voilà. Alors en ce sens, oui. Et puis, vous savez ce que c'est, on commence par être candidat, et puis après on finit par se sentir élu. Et oui, et alors on dit, moi je ferais ci. Et j'ai appris, c'est une véritable pédagogie pour moi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un problème, je me dis, qu'est-ce que je ferais si je gouvernais le pays? Comment je m'y prendrais? Et à force, ça finit par vous dépasser? Des fois, il faut se dire, justement, alors ça vous met en colère. On dit, bon sang, c'est pas ça qu'il devrait faire, mais pourquoi il n'a pas encore fait ça? Et alors, autour de moi, on me dit, mais il ne faut pas te mettre dans cet état, c'est normal. Voilà. Mais je me souviens, il y a un an, après les élections européennes, vous mettiez un peu en retrait de la vie politique, vous en aviez marre un peu de ce tintamarre politique, médiatique. C'est plus le cas aujourd'hui? C'est-à-dire que là, il y a eu un concours de circonstances sur lequel maintenant je peux m'exprimer, qui était assez malheureux. Bon, je suis un homme comme vous êtes un homme, comme vous êtes une femme, nous avons nos vies. Et dans ma vie se produisaient des événements qui me contrariaient. Et puis, il y a eu le début de la maladie de François de la Pierre. Et moi, j'étais miné par ça, miné. Et j'ai été miné jusqu'à ce qu'il meure, parce que je voyais mon camarade, mon cerveau en double, s'enfoncer dans la mort et ne rien pouvoir faire. Bon, bien des gens connaissent cette situation et ils comprennent peut-être plus directement, peut-être vous-même avez-vous connu ça au point dans vos de vous existences. Dire que vous auriez pu renoncer à la politique? Non, mais attendez, là, il y a eu un mauvais concours de circonstances, j'avais un coup de blues ce jour-là, je réponds à quelqu'un qui m'interroge, et vous vous rendez compte de l'événement. J'allais partir en vacances, je dis j'ai envie de bâiller aux corneilles et de rien faire. En vacances, on va quand même pas s'agiter comme des frénétiques. Et alors, cette affaire est devenue énorme, et on me voyait partir et tout lâcher. C'est vrai que j'avais un plan à l'esprit, qui a été lourdement contrarié par le décès de François de la Pierre. Donc je me suis réorganisé politiquement, bien sûr. Il faut honorer la mémoire de Charles Pasqua, c'est ce qu'a dit Emmanuel Valls tout à l'heure à l'Assemblée nationale devant des députés, qu'il a incité à se mettre debout, gauche et droite confondus. Il a eu raison, Charles Pasqua mérite cet hommage? Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un Premier ministre invite des députés à faire quelque chose. La séparation des pouvoirs faisait que sous la Troisième République, le seul fait qu'un ministre applaudisse était considéré comme une tentative de coup d'État. L'exécutif et le législatif sont strictement séparés et le Premier ministre n'a pas à enjoindre les députés de faire ceci. C'est une invitation. C'est une invitation. À l'accompagner. Bon. Alors après, le cas Pasqua, tout le monde le connaît. Il est extrêmement ambigu et il a des parts d'ombre et des parts de lumière. Les parts d'ombre, moi je les connais, c'est un anticommunisme féroce. C'est l'affaire Malik Oussekine, dont on serait d'ailleurs, on ne va pas non plus l'accuser personnellement d'avoir voulu la mort de Malik Oussekine, mais dont il est politiquement responsable. Et puis le premier homme qui a touché au code de la nationalité en France. Depuis, pour tous les pieds noirs, fils de pieds noirs et petits-fils de pieds noirs, c'est un enfer d'avoir des papiers d'identité. Et puis la part de lumière, c'est un homme qui vient de la résistance. C'est un homme qui était habité par un sentiment républicain et un très fier indépendantiste français. J'ai raconté l'anecdote quand il avait expulsé 43 diplomates nord-américains
et qu'il m'a dit pas du tout, j'ai expulsé 43 espions. Bon, et c'était un homme qui était capable de tenir tête, hein, et notamment au Nord-Américain, variété qui n'existe plus On en devrait politique à part moi. on devrait s'en inspirer aujourd'hui parce qu'on apprend que l'espionnage américain va bien au-delà de la sphère politique. Hein, ça touche aussi l'économique, Oui. hein, le Toutes les renseignement et entreprises du CAC 40, stratégique, tous les grands contrats, économique. Ah ben moi je sais ce que je ferais. Hein. Qu'est-ce que vous feriez? Ah, moi je déclarais que d'abord je convoque l'ambassadeur. Si les députés français la convoquent et qu'elle ne vient pas, et ben je dis C'est le cas. Elle est convoquée demain, l'ambassadrice américaine, par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elle y va Elle a dit ou pas? non. Non, elle a dit non. Dans ces conditions, le président de la République doit considérer que l'ambassadeur des États-Unis en France est persona non grata. Parce que ici, c'est la France qui commande. Et la France commande, et les usages qui voudraient que l'on soit des amis, paraît-il, alors qu'en fait, nous ne sommes pas des amis avec les États-Unis d'Amérique, contrairement aux apparences. D'abord, la preuve, c'est qu'ils nous espionnent tout, sur tous les sujets. Parler avec un grand industriel, moi ça m'arrive régulièrement avec des industriels de ce pays, les États-Unis et la Chine font partie des sujets de conversation, de protection. Donc, non seulement le gouvernement ne fait rien, mais il est finalement dans la gesticulation politique. En tout cas, il est dans l'inaction, mais ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que quand l'affaire a éclaté d'espionnage en Europe, hein, on était au début de la négociation du traité TAFTA. Donc, moi, je suis pour qu'on arrête immédiatement de négocier avec des gens qui nous espionnent. Bien. Donc ça, c'est deuxième point. Premier point, madame l'ambassadrice rentre chez elle. Deuxième point, on stoppe les négociations. Mais stopper les négociations, c'était ce qu'avait dit qu'il ferait François Hollande. La dernière fois. Et pour finir, les Allemands ont dit non, on n'arrête pas les négociations, au contraire, on les commence et il faut aller vite. Et François Hollande a dit bon, d'accord. Donc, si vous cédez une première fois, tout le monde connaît, vous cédez une première fois, vous montrez que ça n'a pas d'importance, les autres continuent. Donc, montrer plus de fermeté. Sur l'espionnage, on a peut-être des choses à se reprocher. Nous aussi, on fait la même chose, pas avec les mêmes moyens. Hein. Non, nous n'avons rien à nous reprocher, nous nous défendons et nous n'acceptons pas qu'on nous... C'est une agression de nous espionner. Qu'est-ce que vous en savez? Vous accusez le gouvernement de quelque chose, M. Grossior? Non, mais la France de quelque chose? Il est dit assez communément que tous les pays s'espionnent. Oui, il y a des rumeurs comme ça, mais alors? Moi, je suis responsable politique français, donc je pense que ce que font les services secrets français est légal et bien et conforme à l'intérêt du pays. Et l'intérêt de notre pays n'est pas d'espionner tout le monde et n'importe qui. Nous espionnons ceux qu'il est nécessaire d'espionner, et j'espère qu'on espionne les Américains, puisque c'est le seul moyen qu'on ait de se protéger d'eux. Pardon, il y a quand même un point qui reste en suspens. C'est Assange. Oui, j'allais vous poser la question. Manuel Valls a dit que la question de son asile politique en France ne se pose pas. Vous le regrettez? C'est-à-dire que cette phrase est une phrase typique d'un socialiste, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire. En effet, Assange ne demande l'asile politique à personne, vu qu'il n'est pas réfugié politique. Il est réfugié dans une ambassade, dans une pièce de quelques mètres. Oui, je suis allé le rencontrer, et il est là parce que la Suède, qui voudrait lui poser des questions, le procureur suédois, pour une sombre histoire de mœurs, qui est d'ailleurs très discutable, et lui, Assange, dit « Je suis tout à fait disposé à répondre, mais je demande la garantie qu'on ne m'expulse pas aux États-Unis, où il serait radicalement, immédiatement mort. » Et la Suède refuse de lui donner cette garantie. Donc Manuel Valls devrait accueillir Assange en France et lui garantir qu'on ne le remettra pas aux États-Unis d'Amérique. De la même manière, nous devrions accueillir M. Snowden, qui est actuellement réfugié en Russie. Pourquoi accueillir ces deux personnes? D'abord comme mesure de représailles à l'égard des espionnages des États-Unis, et deuxièmement parce que ces deux personnes ont rendu un signalé service à notre patrie, en nous permettant de connaître qui nous espionnait. Donc, s'ils voulaient la nationalité française, il faudrait la leur donner. Je voulais vous poser une dernière question. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas, non, je ne prends pas position. Votre propos. Non, je dis, c'est la dernière question, je suis d'accord, car le temps presse. Je voulais vous poser une dernière question sur Uberpop, mais on ne va pas avoir beaucoup le temps de développer, et sur l'ubérisation, ce qu'on appelle de la société, de l'économie. Est-ce qu'on peut dire que l'ubérisation, finalement, c'est le nouveau nom du libéralisme? Bon, c'est clairement le travail à la tâche. Mais je ne veux pas chipoter ça. Je veux juste dire une chose. C'est pas juste que pour permettre une chose comme celle-là, on organise la ruine de braves gens. Parce que ceux qui ont acheté leur licence de taxi l'ont fait au prix, il faut savoir au prix de quels efforts c'est. Le gouvernement a laissé pourrir la situation? Je crois. Quand on nationalise, par exemple, on indemnise. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est la loi. D'accord? Donc on l'applique. Donc quand on privatise, eh bien, on devrait aussi indemniser ceux qui sont les victimes des privatisations. Et dans ce cas... Un rachat des licences par l'État? Écoutez, mais sinon quoi? Alors vous êtes d'accord pour dire qu'un jeune ou une personne qui a mis de côté, qui a travaillé toute sa vie pour avoir une licence, qu'elle contrevende, qui est
On lui a suggéré de le faire. On lui a dit c'est comme ça qu'il faut faire, monsieur. Soyez courageux, travaillez, vous aurez une retraite par Donc c'est à l'État de capitalisation. racheter. Et tout d'un coup, on lui dit vous pouvez mourir, j'en ai rien à faire. C'est pas normal. C'est pas acceptable. Et je vous garantis que si vous parlez avec les gens, moi je ne suis pas taxi contre Uber ou Uber contre taxi. Je suis pour qu'on ne dépouille pas des braves gens qui s'usent au travail. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci Perrine, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, à très vite.